Le palais de justice de Paris bruissait d'impatience. En ce début d'après-midi, la salle correctionnelle numéro 4 était pleine à craquer. Les bancs en bois grincèrent sous le poids d'un public dense composé d'étudiants en droit, de journalistes judiciaires, et de curieux venus assister à ce qu'ils pensaient être un procès expéditif. Le brouhaha se transforma lentement en silence lorsque le juge fit son entrée, robe noire sur les épaules, lunettes rectangulaires posées sur le nez. Au centre de la salle, debout dans le box des accusés, se trouvait un jeune homme de 19 ans, noir, le regard droit mais calme. Son nom, Ethan Carter. Accusé de vol de véhicule et de rébellion contre agents dépositaires de l'autorité publique, il faisait face à des charges graves. Les premiers éléments du dossier, consultables en ligne depuis la veille, donnaient l'impression d'une affaire limpide. Voiture volée, empreinte digitale retrouvée sur le volant, tentative de fuite, arrestation dans un quartier voisin. Le juge Leonard Whitmore, figure redoutée du tribunal de grande instance, consulta rapidement le dossier. Le procureur David Langlais, juriste rigoureux, souriait déjà comme s'il avait gagné d'avance. À leurs yeux, Ethan Carter n'était qu'un jeune en difficulté parmi tant d'autres, une statistique de plus. Il suffisait d'entendre le ton du juge pour comprendre ce qu'il pensait de l'affaire. Nous allons traiter cela rapidement. Mon temps est précieux. Un léger rire traversa la salle. L'Anglais croisa les bras, sûr de sa supériorité. Mais rien dans le regard d'Ethan ne laissait supposer l'embarras ou la peur. Il ne baissait pas les yeux. Il scrutait la salle, comme s'il était, chez lui. Lorsque le juge lui demanda s'il acceptait d'être représenté par son avocate commise d'office, Ethan répondit sans trembler. « Non, monsieur le président. Je vais assurer ma propre défense. » Un électrochoc. Le silence s'abattit sur la salle comme un coup près. Même l'avocate se retourna, stupéfaite. Le président fronça les sourcils, agacé. « Vous souhaitez vous défendre seul? Vous êtes conscient de la gravité des faits qui vous sont reprochés? » Parfaitement conscient, monsieur le président. Le procureur ne put s'empêcher de rire discrètement. Pour lui, cela tournait à la farce. Mais il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le juge accepta la requête, plus par lassitude que par conviction. L'affaire pouvait commencer. L'Anglais ouvrit son dossier et entama son réquisitoire. Le prévenu a été retrouvé à proximité immédiate d'un véhicule signalé volé. Ses empreintes digitales sont présentes sur le volant. Il a fui les forces de l'ordre avant d'être interpellé 2 rues plus loin. Les faits sont clairs. Il se tourna vers Ethan, l'air condescendant. Que peut-il bien dire pour sa défense? Le public s'attendait à un balbutiement ou un plaidoyer hésitant. Mais Ethan ne dit rien pour l'instant. Il observait. Il attendait. Parce qu'il savait que la vérité, la vraie, allait bientôt faire surface. L'atmosphère dans la salle d'audience était devenue étrange. Ce qui, pour beaucoup, n'était qu'un banal passage devant le tribunal correctionnel, prenait une tournure inattendue. Le jeune Ethan Carter, jusqu'ici perçu comme un simple accusé parmi d'autres, commençait à susciter la curiosité. Le juge Leonard Whitmore ajusta ses lunettes, posant un regard plus attentif sur le jeune homme. Ethan prit enfin la parole, d'un ton posé et clair. « Monsieur le Président, avant de répondre aux accusations, j'aimerais poser une simple question à monsieur le procureur. » Le juge acquiesça, légèrement intrigué. Le procureur Langlais leva un sourcil, narquois. « Vous avez affirmé que l'agent de police avait déclaré m'avoir vu au volant du véhicule volé. Est-ce que cet agent est présent aujourd'hui pour témoigner à la barre? » L'Anglais répondit sans hésiter, sûr de lui. « Non, son témoignage est inscrit dans le procès-verbal. Il n'est pas nécessaire. » Ethan croisa calmement les mains sur la table. « Donc, on se base uniquement sur un rapport, sans confrontation possible? » Un léger frisson parcourut la salle. Le juge, qui jusque-là montrait peu d'intérêt pour la défense, releva la tête. « Vous avez une observation à faire, monsieur Carter? » « Oui. Je demande, conformément à mon droit, que soient versées au dossier les données de géolocalisation du véhicule de patrouille de l'agent en question, au moment exact de la prétendue observation. » Un murmure se fit entendre dans le public. L'Anglais, soudain moins sûr de lui, tenta de garder contenance. « Vous pensez prouver quoi avec ça? » Ethan répondit, toujours sans élever la voix. « Je veux démontrer que l'agent se trouvait trop loin pour m'avoir identifié de façon formelle. S'il n'était pas à proximité, sa déclaration devient sujette à caution. »
Et toute l'accusation s'effondre avec elle. Le juge Whitmore s'adressa alors au procureur, son ton s'est endurci. Le parquet a-t-il une objection à cette requête? L'Anglais hésita. Il savait que refuser donnerait l'image d'une stratégie douteuse. Il inspira profondément. Aucune objection, Monsieur le Président. Le juge nota la demande et ordonna à l'huissier de contacter la préfecture pour obtenir les données GPS. L'instant marqua un tournant. L'ambiance dans la salle changea. On n'écoutait plus un simple accusé défendre sa peau. On observait un esprit affûté démonter pièce par pièce l'accusation. L'Anglais tenta de reprendre le dessus. Les empreintes digitales de M. Carter ont été retrouvées sur le volant du véhicule volé. Cela ne peut pas être ignoré. Ethan, imperturbable, hocha la tête. Puis-je poser une question? Le juge le lui permit d'un geste. Monsieur le procureur, pouvez-vous préciser à quel endroit exact sur le volant mes empreintes ont été retrouvées? L'Anglais resta un moment silencieux. Puis, légèrement agacé. Pourquoi cela serait-il pertinent? Ethan se tourna vers le jury. Parce que je reconnais avoir touché ce véhicule. Mais poser les mains sur un volant ne veut pas dire que je l'ai conduit. Je suis monté dedans, oui. Mais je ne l'ai pas démarré. Le ministère public doit prouver que j'étais le conducteur, pas simplement que j'ai été en contact avec la voiture. Des têtes se tournèrent dans le public. Un murmure s'éleva. Puis Ethan avança d'un pas, confiant. Avez-vous déjà été dans une voiture qui ne vous appartenait pas? Celle d'un ami, d'un voisin? Y être entré ne fait pas de vous un voleur. Le parquet ne peut pas transformer une supposition en preuve. Le juge fronça les sourcils. L'Anglais restait muet, feuilletant nerveusement son dossier. Ce jour-là, l'affaire avait basculé. Le doute s'était installé, insidieux mais déterminant. Ce qui devait être une comparution rapide devenait une leçon de droit donnée par un jeune homme sans diplôme. Mais le coup de grâce n'était pas encore arrivé. Le palais de justice, autrefois bercé par la routine, avait basculé dans une tension palpable. Personne ne parlait plus. Même les journalistes, d'ordinaire prompts à griffonner frénétiquement, s'étaient figés. On entendait à peine les pas de l'huissier qui revenait avec une enveloppe épaisse, cachetée par la préfecture de police. À l'intérieur, les données de géolocalisation du véhicule de patrouille utilisé le soir des faits. Le juge Whitmore prit l'enveloppe, la décacheta lentement, ajusta ses lunettes et lut. Longuement. Trop longuement. Enfin, il leva les yeux vers le procureur Langlais. Maître Langlais, je vous laisse commenter ce que je viens de lire. Langlais, qui jusque-là tenait encore la posture, blêmit légèrement. Il prit les documents, ses mains tremblaient à peine, mais suffisamment pour être remarquées. Il lut rapidement, puis relut, les yeux s'élargissant au fur et à mesure. Les données étaient accablantes. Le véhicule de l'agent censé avoir vu Ethan Carter au volant était stationné à près de 3 km du lieu où la voiture volée avait été découverte. Un vent glacé sembla traverser la salle. L'Anglais tenta de se redresser, sa voix plus faible qu'à l'accoutumée. Il est possible que l'agent ait mal noté son emplacement exact. Des erreurs de ce type peuvent survenir. Ethan se leva sans attendre. Monsieur le Président, je pense qu'il est clair que le témoignage principal du ministère public repose sur une déclaration mensongère. Comment un agent peut-il affirmer m'avoir vu conduire un véhicule qu'il était physiquement incapable d'apercevoir? La salle explosa en chuchotements. Le juge frappa de son maillet. Silence dans la salle. Il regarda le procureur avec sévérité. Avez-vous d'autres preuves formelles que l'accusé conduisait? L'Anglais hésita, puis tenta un dernier argument. Les empreintes digitales de M. Carter sont toujours présentes sur le volant. Cela reste un élément central. Mais Ethan, sans perdre une seconde, s'approcha de la barre. Parlons-en. Avez-vous entendu parler du phénomène de transfert d'empreintes, monsieur le procureur? L'Anglais ne répondit pas. Le juge fit un signe de tête. Lorsque vous touchez un objet, puis que vous en touchez un autre, vos empreintes peuvent être transférées sans contact direct. C'est un phénomène reconnu, appuyé par plusieurs expertises judiciaires. Il marqua une pause. Puis ajouta. Toucher un volant ne signifie pas en avoir pris le contrôle. Cela signifie simplement que j'ai été dans cette voiture. Ce que je n'ai jamais nié. La seule chose que l'État essaie de prouver, c'est que j'étais au volant. Et pour cela, ils ont, quoi?
Une empreinte, et un témoignage invalide. Rien de plus. Le jury restait suspendu à ses lèvres. Si je suis ici, c'est parce que j'ai été jugé sur des apparences, pas sur des faits. Et si cela peut m'arriver à moi, cela peut arriver à n'importe qui. Le procureur ne réagit plus. Il avait compris. Le juge aussi. Il inspira longuement, fixa le dossier devant lui, puis regarda à nouveau Ethan. Procureur Langlais. Avez-vous encore une preuve formelle de la culpabilité de l'accusé? Langlais ferma doucement le dossier. Il savait que c'était terminé. Non, monsieur le président. Le juge prit une dernière inspiration. Puis, solennellement, frappa de son maillet. Le tribunal rejette les charges retenues contre monsieur Ethan Carter. Il est libre de quitter cette salle. Le choc fut immédiat. Le public éclata en murmures, en exclamations. Quelques-uns applaudirent. D'autres protestèrent. Mais dans cette cacophonie, un fait s'imposa, un garçon de 19 ans, sans formation juridique officielle, venait de terrasser la machine judiciaire. Ethan ne bougea pas immédiatement. Il se contenta de regarder autour de lui. Certains jurés l'observaient, bouche bée. Le procureur fixait le sol. Le juge lui-même le regardait, non plus avec mépris, mais avec respect. Un silence s'installa à nouveau lorsque le juge reprit la parole, la voix légèrement plus douce. Monsieur Carter. Avez-vous déjà envisagé des études de droit? Ethan répondit d'un léger sourire. Il n'avait pas besoin de parler. Toute la salle savait qu'il connaissait déjà sa voix. Les portes du palais de justice s'ouvrirent dans un tumulte de flashs et de micros tendus. Journalistes, photographes, curieux, tous attendaient le jeune homme dont le nom circulait déjà sur les réseaux sociaux, Ethan Carter, 19 ans, le garçon qui avait humilié un procureur et réduit au silence un juge réputé intransigeant. Des questions fusaient de toutes parts. Qui êtes-vous vraiment? Avez-vous toujours voulu devenir avocat? Que ressentez-vous après avoir été blanchi? Mais Ethan ne répondit pas. Son regard balaya la foule, mais il cherchait une seule personne. Elle était là, debout au bas des marches, manteau serré autour du corps, bras croisés. Sa mère. Il descendit lentement les marches, sans un mot. Lorsqu'il fut assez proche, elle le fixa droit dans les yeux. Un long silence s'installa entre eux, lourd, mais chargé d'émotion. Puis, elle soupira profondément et murmura. Tu m'as presque tué d'inquiétude. Ethan sourit timidement. Mais j'ai gagné. Elle secoua la tête, une lueur douce dans le regard, et posa sa main sur la joue de son fils. Ce n'était pas une question de gagner, Ethan. C'était une question de dignité. De montrer qu'ils ne peuvent pas nous écraser sans conséquence. Et là, il comprit. Il comprit que son geste dépassait sa propre histoire. Il n'avait pas seulement évité une condamnation injuste. Il avait allumé une flamme dans un système froid. Le soir venu, Ethan était assis seul, sur un banc, face au toit parisien. Le ciel était d'un bleu nocturne calme, les lumières de la ville dansaient à l'horizon. Il avait gagné. Mais dans sa victoire, il percevait déjà l'ampleur du combat à venir. Combien d'autres, comme lui, n'ont ni les mots ni les armes pour se défendre? Combien d'innocents n'ont pas eu la chance d'être entendus? La vérité, il la connaissait maintenant. Le système n'était pas brisé. Il avait été conçu pour fonctionner ainsi. Et cela ne changerait pas tout seul. Il sortit un carnet de sa poche. Pas un journal intime, non. Un cahier de combat. À la première page, il écrivit simplement. Je ne me suis pas défendu. J'ai défendu ceux qui ne peuvent pas. Quelques semaines plus tard, une nouvelle circulait discrètement dans les couloirs de la faculté de droit de Paris 2 Panthéon-Assas, un jeune homme brillait dans les premières épreuves du concours d'entrée. Aucune formation classique, aucun professeur particulier. Juste un esprit aiguisé par l'injustice, et une volonté façonnée par la vérité. Son nom? Ethan Carter. Mais cette fois, il ne serait pas dans le box des accusés. Il se lèverait du bon côté de la justice. Costume sur mesure. Dossier en main. Et un message clair pour tous ceux qui croient que les voix des invisibles ne comptent pas. Je suis la preuve vivante du contraire.